Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer sur notre série de formations dans le module Programmation 2 au profil des étudiants de la filière licence fondamentale et SIMILIS 4 dans le module Programmation 2 et exactement le chapitre qui concerne les fonctions. Allons-y. Alors, comme plan de ce chapitre, on va commencer par une introduction sur la programmation modulaire et l'utilisation des différents types de variables locales et globales avec les fonctions. Et on va essayer extraire une définition, bien rôle des fonctions dans la programmation modulaire. Après, dans la deuxième section, on va essayer de voir la déclaration, définition et l'appel d'une fonction. Dans la troisième partie, on va essayer de voir l'application des pointeurs avec les fonctions. Et surtout, dans la quatrième partie, on va voir des cas particuliers des fonctions, ce qu'on appelle les fonctions récursives, et même un cas particulier, c'est les macros. Et la dernière partie est consacrée pour discuter ensemble quelques erreurs fréquentes dans la programmation avec application des fonctions. Et on va voir quelques recommandations et conseils techniques pour bien utiliser les fonctions dans vos programmes. Comme une introduction, alors normalement, si on parle d'un programme en général, on parle des centaines de lignes, on parle des milliers de lignes code source dans votre programme. C'est pour cela ici, la tâche dans ce cas, ça va être une tâche très difficile pour bien gérer votre code source. C'est pour cela, c'était souvent de faire quoi? De suivre une forme, ce qu'on appelle une forme modulaire. On peut répartir en fait votre code source comme étant des blocs ou bien des parties. On peut les fractionner en quelques blocs d'instructions, ce qu'on appelle des blocs entre des accolades. Et dans ce cas, ces modules-là, on appelle des fonctions. Et on sait très bien dans un programme en langage C, il y a une fonction principale, c'est la fonction main, qui nous permettra en fait de décrire des différents enchaînements, bien la série d'exécution de différentes tâches, bien de différentes instructions. Par contre, on peut avoir d'autres fonctions secondaires dans le même programme, ce qu'on appelle les fonctions secondaires, qui peuvent appeler d'autres fonctions secondaires, cette fonction-là peut appeler elle-même ce qu'on appelle une fonction récursive. Alors, si on parle des fonctions, on parle même à des variables, on appelle des variables locales et des variables globales. On n'a pas cette discussion avant. Pourquoi? Parce que votre programme, normalement, il a eu une seule fonction, c'est la fonction main. C'est pour cela ici, on déclare les variables à l'intérieur de la fonction main, bien en dehors, ça ne cause pas de problème. Par contre, une fois on va créer, ou bien on va adopter une nouvelle fonction plus la fonction principale main, automatiquement on doit penser où on peut déclarer ces variables-là à l'intérieur de la fonction, bien en dehors de la fonction. D'où viennent les deux types de variables, ce qu'on appelle une variable locale et une variable globale. Si on parle d'une variable locale, on parle d'une variable qui est vraiment déclarée dans un bloc d'instruction. Et ça va être visible qu'à l'intérieur de ce bloc-là. C'est pour cela, la durée de vie et même la valeur de cette variable elle a une courte durée parce que va terminer à la fin de ce bloc. C'est-à-dire, une fois on quitte le bloc, il n'y a plus cette variable, ni la valeur, ni même la variable elle-même. Un exemple simple, si nous avons en fait une fonction, par exemple, longue shell, qui n'a pas de paramètres, elle n'a pas une valeur à retourner, mais par contre, elle a quelques variables localement déclarées, comme la variable P et la variable CH. Alors, cette variable P, elle peut avoir comme valeur ici le pointeur de référence qui est le nom de la chaîne, c'est l'adresse mémoire de la première colonne de la chaîne CH. Elle peut avoir bien sûr plusieurs valeurs, mais une fois on quitte ce bloc-là, cette variable ça va être épuisée même avec sa valeur. Par contre, si on parle d'une variable globale, on parle d'une variable qui va être partagée entre toutes les fonctions qui appartiendront à votre programme C. C'est pour cela ici, cette variable normalement n'appartient à aucun bloc. C'est pour cela qu'il est recommandé de la déclarer juste après les instructions d'entête, ce qu'on appelle l'instruction qui commence par dièse, comme l'instruction dièse include. Et sa valeur normalement, et même sa durée de vie, elle dure jusqu'à la fin du programme, bien à la sortie du programme va être épuisée. Alors un exemple, si on déclare là juste après l'instruction d'entête dièse include, une variable globale dmax qui peut avoir une valeur initiale à valeur 100. Cette variable dmax, elle peut être utilisée soit dans la fonction, par exemple ici, lire tab, c'est une fonction secondaire, remarquez là, ou bien dans la fonction main, ou bien dans n'importe quelle fonction qui appartiendra à ce code source-là. Pourquoi? Parce que c'est une variable déclarée globale. Alors,
si on parle maintenant de notion de fonction, si on parle normalement de regroupement d'un certain nombre d'instructions, alors un exemple, si nous avons par exemple un ensemble d'un traitement matriciel sur un calcul par exemple matriciel, si on a besoin de lire trois matrices, par exemple la matrice A, la matrice B, la matrice C, sûrement on aura besoin d'un bloc d'instructions pour qu'on puisse lire les éléments de A, de B et de C. Si on voit bien, c'est les trois blocs d'instructions se sont semblables. C'est pour cela ici, à la place de le répéter plusieurs fois, on peut même mettre ce bloc d'instructions comme étant une fonction, et de le regrouper dans une fonction. Et normalement, comme avantage de l'utilisation des fonctions dans la programmation modulaire en général, c'est pour mieux organiser votre code et le rendre lisible et bien sûr avec une évolution très très claire. Et même, on peut réutiliser la fonction par d'autres fonctions, bien par d'autres programmes. Il existe apparemment des bibliothèques, ce qu'on appelle des fonctions qui contiendront des fonctions prédéfinies, comme ce qu'on a fait dans le cours de la dernière fois, la bibliothèque strict.h qui contiendra plusieurs fonctions de traitement des chaînes de caractères. Ce qu'on cherche normalement avec ce cours-là, que vous serez capable de développer vos propres fonctions et même, pourquoi pas, vos propres bibliothèques. C'est pour cela, n'hésitez pas de suivre ce cours. Une fonction est caractérisée par une déclaration, une définition et par plusieurs appels. Et bien sûr, selon le besoin. Un exemple, là, c'est la déclaration d'une fonction lire et la fonction max. Elle est unique. Plusieurs appels à la fonction lire et max. Mais par contre, une seule définition de la fonction lire et la fonction max. Si on parle de la déclaration en fait d'une fonction, alors en général, si on déclare une fonction, il faut normalement informer le compilateur sur les différents types d'arguments, ce qu'on appelle dans ce cas dans la déclaration, on appelle des arguments bien des paramètres informels, et même sur le type des résultats à retourner par cette fonction après l'exécution, s'il existe. La déclaration en fait d'une fonction elle permettra au compilateur de contrôler ou bien de vérifier certains éléments, surtout les types et la forme et l'espace mémoire réservé pour chacune des valeurs de retour ou bien d'arguments. Et même pour vérifier le nombre d'arguments entrés dans l'appel de la fonction, est-ce que c'est correct ou non. La syntaxe en fait pour déclarer une fonction en langage C, alors normalement on met le nom de la fonction, on définit les arguments qu'on a dit, des arguments, des paramètres informels, et même la valeur ou bien le type de la valeur à retourner. Alors cette écriture-là, on appelle une déclaration des fonctions, ou bien on appelle le prototype. Un exemple, alors là, c'est l'exemple en fait de prototype d'une fonction pour calculer le produit entre deux valeurs réelles. C'est pour cela qu'on aura besoin de l'input, d'arguments, bien les paramètres d'entrée, ce sont des réels, et la fonction de produit nous permettra de calculer une valeur, c'est une valeur qui soit retournée une valeur réelle. Même, on peut avoir une fonction à déclarer, c'est une fonction nommée longueur, qui nous permettra de calculer la longueur d'une chaîne entrée en paramètres. On sait très bien, une chaîne normalement, bien le nom de la chaîne, c'est un pointeur sur un caractère, c'est normalement la forme de paramètre d'entrée, et il peut retourner normalement un entier. Il peut retourner un entier ou bien il peut même retourner dans ce cas un pointeur sur la première colonne d'une chaîne ou bien un pointeur sur la première colonne d'un tableau. Ou bien on peut avoir des fonctions, ce qu'on appelle en algorithmique des fonctions qui n'ont pas une valeur à retourner. On appelle des procédures en algorithmique, mais là on appelle des fonctions avec un type de retour void. Comme une remarque sur la déclaration des fonctions, alors normalement si nous avons déjà défini la fonction avant d'être appelée, ou bien avant son premier appel, dans ce cas on n'aura pas besoin d'ajouter le prototype ou bien la déclaration de la fonction. Ce qui concerne la définition en fait d'une fonction, alors on peut dire que la définition d'une fonction est une partie primordiale. Pourquoi? Parce que dans laquelle on définit le code source de l'algorithme de la fonction, mais ce qu'on appelle le corps de la fonction. Et comme syntaxe de définition de la fonction, on met normalement le nom, le type de la valeur à retourner s'il existe, et on déclare les différents paramètres, s'il existe bien sûr, les n paramètres de la fonction. Et si cette fonction a besoin de déclarer des variables locales, on les déclare dans le bloc de la fonction. Et dans ce cas, ces variables-là sont des variables locales.
et en précisant bien sûr les différentes instructions, bien ce qu'on appelle le code de traitement de la fonction. Et si la fonction retourne une valeur, on met ici l'instruction return avec la précision de la variable résultat à retourner s'il existe. Une petite remarque, c'est que quoi, une fonction ne peut pas retourner qu'une seule valeur. C'est pour cela que si nous avons besoin de retourner plusieurs valeurs, comme l'exemple en fait d'une fonction qui retourne une chaîne de caractères, ou bien par exemple un tableau, dans ce cas, on n'aura pas besoin de retourner toute la chaîne, caractère par caractère, mais par contre, on peut retourner juste l'adresse mémoire de la première colonne de la chaîne. De même pour le tableau, si on veut retourner un tableau par exemple après un traitement, on peut le retourner. Pour le retourner, il faut juste retourner l'adresse mémoire de la première colonne du tableau, et dans ce cas, on aura l'accès à la totalité de ce tableau-là. Bien sûr, ça c'est dans le cas où si nous avons des valeurs à retourner, on doit les ajouter dans la commande via un instruction return. Sinon, automatiquement, on n'aura pas besoin d'une valeur à retourner. Dans ce cas, le type de la valeur à retourner est la valeur void. Et dans ce cas, c'est une fonction avec le type void et en algorithmique qu'on appelle une procédure. Un exemple d'une fonction avec argument une valeur à retourner, là c'est la fonction longueur qui calcule en fait la longueur d'une chaîne de caractères entrée comme paramètre et il retourne une valeur de type entier. Elle a besoin d'un paramètre ou bien d'une variable locale, c'est le pointeur de parcours, qui va parcourir la chaîne à partir de la première colonne jusqu'à l'épuisement de la chaîne. Et à la fin, on va retourner la soustraction entre l'indice de la colonne, ou bien l'adresse mémoire de la colonne sur laquelle il pointe le P, moins l'adresse mémoire de la première colonne sur laquelle il pointe le CH, le pointeur de référence. La soustraction entre les deux nous donnera la longueur de la chaîne. Un deuxième exemple pour les fonctions, c'est la fonction, par exemple, inversée. Elle a comme paramètre une chaîne à inverser. Et il va retourner normalement une nouvelle chaîne de caractères qui est normalement une nouvelle chaîne avec la forme inverse. Alors dans ce cas, on aura besoin de trois variables locales, 2 pointeurs de parcours et une chaîne de caractères temp. Et une variable de type int, c'est pour calculer la longueur de la chaîne entrée comme paramètre, la chaîne ch. On aura besoin, puisque c'est une fonction secondaire, on aura besoin d'un calcul de longueur. C'est déjà défini dans la fonction longueur. On peut faire appel à la fonction longueur par l'instruction longueur et on précise ici le nom de la chaîne ch et automatiquement cette fonction retourne la valeur de la longueur de la chaîne ch. Une fois que nous avons la longueur de la chaîne, on peut allouer l'espace mémoire dédié pour la chaîne TMP qui contiendra le nombre des caractères de la chaîne ch plus l'anti-slash 0. Et on va parcourir la chaîne TMP et la chaîne ch. Dans ce cas, le P1, c'est un pointeur de parcours pour parcourir la chaîne temporaire et le P2, c'est un pointeur pour parcourir, mais à l'envers, la chaîne CH. Ça veut dire, à la place de commencer par la première colonne, on va commencer par la dernière colonne. Alors, automatiquement, la condition d'arrêt, c'est que tant qu'on n'a pas encore arrivé à la première adresse mémoire de la première colonne de la chaîne CH, continue le parcours en incrémentant le P1, en décrémentant la valeur de P2. Et le travail à faire, c'est à chaque fois, on va copier le contenu de la case sur laquelle pointe le P2, qui pointe sur les éléments de la chaîne CH, dans le contenu de la case sur laquelle pointe l'étoile P1, qui est le contenu d'une colonne de la chaîne TMP. Et à la fin, bien sûr, on va ajouter l'anti-slash 0, et à la fin, on va retourner le TMP. Dans ce cas, on cherche à retourner toute la chaîne de caractères, et par contre, à la place de retourner toute la chaîne, on va retourner le TMP, ça veut dire quoi? L'adresse mémoire de la première colonne de la chaîne générée, c'est normalement la chaîne inversée de la chaîne CH. C'est pour cela ici, le type de retour de la fonction inversée dans ce cas, c'est char étoile. Ça veut dire quoi? Un pointeur sur un caractère. Une dernière chose dans les caractéristiques de la fonction, c'est l'appel. Si on parle de l'appel, on parle de l'utilisation de la fonction. C'est pour cela ici, là, on parle des paramètres ou bien des arguments réels, mais pas des arguments informels. C'est pour cela ici, ces arguments-là sont des arguments pour le bon fonctionnement de la fonction. Alors, comment peut-on appeler une fonction? Tout simplement, on doit préciser le nom de la fonction, entre les parenthèses, les noms des variables, bien des valeurs à entrer comme étant des paramètres pour le fonctionnement de la fonction. Et si cette fonction retourne une valeur, on doit avoir une variable résultat pour récupérer la valeur retournée par la fonction appelée.
Un exemple, si nous avons là la fonction produit qui nous permettra de calculer le produit entre A et B, et il retourne normalement une valeur float, qui est le produit entre A et B, on va affecter la valeur résultat à la variable PRD. De même, pour l'appel à la fonction longueur qu'on a vu dans l'exemple précédent. Et si nous avons par exemple là, on veut afficher directement la chaîne inversée, qui est normalement l'inverse de la chaîne de caractère non. On fait appel maintenant à la fonction inversée en entre comme paramètre le non, c'est la chaîne. Et cette fonction retourne normalement la première colonne, bien la trace mémoire de la première colonne de la chaîne inversée, automatiquement il sera affiché par la fonction printf. Ou bien, si on n'a pas une valeur à retourner comme la fonction affichée, qui nous permettra d'afficher des éléments d'un tableau de taille n. Dans ce cas, on fait appel à la fonction affiche tab n sans avoir une valeur à récupérer comme valeur résultat. Alors juste avant de conclure cette partie, on aime bien parler sur le processus d'appel d'une fonction en général. Alors si nous avons là un exemple, on veut appeler une fonction, l'exemple là c'est la fonction produit, on a fait produit et on a entré comme paramètre deux valeurs A et B, et la valeur résultat sera affectée à la variable produit. Et cet appel là il sera exécuté comme exemple dans la fonction main. Juste après cet appel, normalement, on va faire quoi? On va passer à la fonction produit. On a normalement deux arguments, float x et float y, et il retourne une valeur de type float. Une fois on fait l'appel à la fonction, c'est la création de deux liens où la variable x, elle prendra comme valeur initiale la valeur de a dans l'appel, et la variable y, elle prendra comme valeur initiale la valeur de b, c'est-à-dire la valeur du deuxième argument d'entrée. Une fois on fait la correspondance entre les valeurs dans l'appel et la déclaration et l'initialisation des arguments, normalement la fonction elle passera à l'exécution de son code ou bien de son corps, soit la déclaration des variables locales, soit le traitement nécessaire pour l'exécution de la fonction. Une fois normalement la fonction termine le traitement, elle va retourner une valeur, c'est normalement la valeur du produit, c'est une valeur de type réel qui sera retournée à la fin de la fonction. Une fois on termine la fonction, automatiquement c'est l'épuisement des variables locales déclarées dans la fonction produit. Et dans ce cas, on retourne normalement à la fonction main pour qu'on puisse normalement récupérer la valeur du produit retournée à la fonction produit. Pour la partie qui concerne l'application des pointeurs avec les fonctions, je vous propose de commencer par un problème dans lequel on va parler sur un programme simple de la permutation entre deux valeurs de type entier en utilisant une fonction permutation. Et je vous propose la méthode. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'exécution de ce programme? On va voir. À l'exécution du programme, il commence par la fonction main. Automatiquement, on commencera par la déclaration des deux variables locales x égale à 5 et y égale à 9. Une fois on a déclaré, initialisé les deux variables, maintenant on peut faire appel à la fonction permute pour qu'on puisse permuter les deux valeurs de x et la valeur de y. Alors pour le faire, une fois on fait l'appel à la fonction permute, c'est une déclaration des paramètres de la fonction, la déclaration de la variable a, la déclaration de la variable b. Et en même temps, c'est une initialisation, c'est-à-dire que int a prend comme valeur initiale la première valeur du paramètre, c'est la valeur de x, c'est 5, ok, et la variable b comme deuxième paramètre de la fonction permute, elle prendra la deuxième valeur entrée comme un argument d'entrée dans l'appel de la fonction permute, c'est la valeur de y. Et dans ce cas, la valeur de y elle sera affectée à la variable b. Alors dans ce cas-là, ce type de passage, on appelle le passage par valeur. Ça veut dire quoi? On a fait l'appel à la fonction permute, on a entré des valeurs pour les paramètres de la fonction permute, ce qu'on appelle le passage par valeur. Une fois on a terminé la déclaration, l'initialisation des paramètres de la fonction permute, alors l'occasion du compilateur d'entrer dans le corps de la fonction. Automatiquement, elle commencera par la déclaration de la variable temp, d'accord? Et après, le temp prendra comme valeur la valeur de a. Dans ce cas, le temp prendra comme valeur la valeur simple. Alors par la suite, le a prendra la valeur de b. Automatiquement, le a prendra la valeur de b, il prendra comme nouvelle valeur la valeur 9, et le b prendra comme valeur la valeur temp. Dans ce cas, la nouvelle valeur de b, c'est la valeur 5, c'est la valeur de tmp.
Une fois on arrive à la fin, la collate fermant de permute, automatiquement, c'est l'épuisement de toutes les variables déclarées dans la fonction permute. Et on va retourner à la fonction main. Automatiquement, on va retourner à la fonction main et on va voir que le x il est toujours égal à 5 et le y est toujours égal à 9. Ça veut dire quoi? On n'a pas effectué une permutation entre les variables x et la variable y de la fonction main. Ce qui cause le problème, pourquoi? On n'a pas normalement arrivé à atteindre l'objectif parce que le x il a gardé toujours la même valeur et le y il a gardé toujours la même valeur. La solution à vous proposer, c'est une solution où on peut utiliser les pointeurs. C'est-à-dire quoi? On aura presque le même programme, sauf ici, à la place d'utiliser des variables simples, on va utiliser deux pointeurs A et B. On va voir dans l'exécution. Une fois qu'on exécute, dans la fonction main, on a en fait les deux variables toujours x égale à 5, le y égale à 9, et par la suite, on va faire appel à la fonction permute. Automatiquement, c'est une déclaration de deux variables, mais dans ce cas, ce sont des pointeurs, pointeur A et pointeur B, et c'est en même temps initialisation. C'est pour cela ici, la variable A prendra comme valeur initiale l'adresse de x, et la variable B prendra comme valeur l'adresse de y. Et dans ce cas, on a appelé la fonction permute et on a passé, à la place de passer des valeurs, on a passé des adresses. Dans ce cas, on appelle le passage par adresse. C'est le passage par adresse. Ça veut dire quoi? Appel à une fonction et entrer comme valeur des paramètres de la fonction des adresses mémoire et non pas des valeurs simples. On va voir ce qui se passe après l'exécution de la fonction. Une fois on terminera la déclaration et l'initialisation des paramètres de la fonction permute, on entre dans le code source de la fonction permute. On aura comme valeur initiale pour la déclaration de la variable TMP, il va avoir comme valeur initiale étoile de A. Alors là, l'étoile de A, une fois on déclare les paramètres et on initialise, automatiquement le A est là comme valeur adresse de x, c'est-à-dire c'est un pointeur sur la variable x qui est déclarée dans la fonction main, c'est-à-dire là, étoile de A veut dire le contenu de la case sur laquelle est pointe le A, c'est-à-dire c'est le contenu de la variable x, c'est-à-dire étoile de A veut dire la valeur 5. Ça veut dire quoi ici? On aura comme possibilité d'accéder à la variable x à partir d'une variable déclarée dans une autre fonction qui est la fonction permute. Et dans ce cas, cette instruction-là nous permettra d'affecter la valeur de la variable x à la variable TMP. Et dans ce cas, le TMP va avoir comme valeur la valeur 5. Après, étoile de A reçoit étoile de B. Ça veut dire quoi? Le contenu de la case sur laquelle il pointe le pointeur A, ça veut dire quoi? Le contenu du x, il va être changé par le contenu de la case sur laquelle il pointe le B, c'est-à-dire le contenu de la variable sur laquelle il pointe le B, sachant que le B, c'est un pointeur sur la variable y, automatiquement, il pointe sur la variable y, sa valeur, c'est la valeur 9. Automatiquement, étoile de B veut dire le contenu de la case sur laquelle il pointe le B, c'est la valeur 9, qui sera affectée à la variable x. Pourquoi? Parce qu'il était accédé à partir de l'étoile de A. C'est le contenu de la case sur laquelle il pointe le pointeur A, ça veut dire le contenu de x. C'est-à-dire, j'ai la possibilité, à partir d'une fonction, comme l'exemple ici, la fonction permute, de changer la valeur d'une autre variable déclarée dans une autre fonction, c'est la variable x déclarée dans la fonction main. Et on ne peut pas faire ce travail sans utiliser le passage par adresse ou bien d'intégrer les pointeurs avec les fonctions. En continuant, alors la même chose pour la troisième instruction, nous avons ici étoile de B. Étoile de B ne veut dire pas le contenu de B, mais veut dire étoile de B, le contenu de la case sur laquelle il pointe le B. Ça veut dire quoi? C'est le contenu de la variable y. Ça veut dire quoi? Je suis en train de modifier le contenu de la variable y déclaré dans la fonction main à partir de la fonction permute. Et dans ce cas, une fois que j'exécute ce travail, étoile de B, ça veut dire quoi? Le contenu de y va avoir comme valeur la valeur 5. C'est la valeur de la variable 1. La fin, normalement, de cette fonction permute, c'est l'épuisement des éléments qui appartiendront à la fonction permute. Et automatiquement, si on fait la comparaison entre la valeur de x avant l'exécution, bien avant l'appel de la fonction permute,
et la valeur de x après l'appel de la fonction permute. On va voir que le x il est permuté avec y. Ça veut dire quoi? On n'a pas les mêmes résultats. On a abouti à l'objectif de notre exemple. Ça veut dire quoi? Permuter les deux valeurs de x et la valeur de y. Alors comme conclusion sur cette partie-là, si on parle de passage par adresse, on parle vraiment d'une technique qui nous permettra de changer la valeur d'une variable quelconque appartenant à la fonction appelante. Ça veut dire quoi? Je suis capable, à partir de passage par adresse, de changer la valeur d'une variable qui est déclarée dans une autre fonction, dans ce qu'on appelle la fonction appelante. La séance d'aujourd'hui touche à sa fin. La prochaine fois, on va voir la deuxième partie du chapitre des fonctions. On va voir les cas particuliers des fonctions récursives et des macros, et quelques discussions sur les erreurs, des conseils, des recommandations, un exercice pratique sur l'intégration des fonctions dans la programmation. Merci pour votre attention.